Si tu penses que, parce que ça parle de l'univers pornographique, cet épisode n'est pas pour toi, eh bien détrompe-toi. Tu pourrais en apprendre plus que ce que tu ne l'imagines. Carmina fait partie de ces personnes qui, pour moi, rendent ce domaine attirant et bien plus intéressant que les clichés qu'on lui accole si facilement. Le porno peut être beau, artistique et fait dans de bonnes conditions avec des gens passionnés par leur métier, peu importe la position qu'ils y occupent. Et c'est le cas de Carmina, malgré toutes les difficultés qu'elle peut rencontrer dans ses projets à cause des clichés qu'elle doit combattre, commun à beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses dans le milieu de la sexualité, mais encore plus dans le milieu de la pornographie. Je suis trop contente d'avoir pu faire cet épisode avec Carmina, qui a une vision très vaste de la pornographie et de son univers. Merci pour sa patience, car nous avons eu de nombreux problèmes techniques pendant cet épisode enregistré à distance pendant le confinement numéro 2. Bref, j'espère que son énergie vous séduira autant que moi. Bonne écoute. Talk Podcast est un média de Talk Univers, le concept store pour libérer la parole autour de la sexualité, de manière positive, ludique et inclusive. Bonne écoute. Bonjour Carmina, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te présente rapidement, mais je préférerais que tu le fasses. Tu es réalisatrice, productrice de films pornographiques. Tu es aussi actrice, modèle, photographe, mais aussi CEO du Carré Rose Film. Également rédactrice en chef du Tag Parfait, donc journaliste. Oui. Alors dit comme ça, c'est vrai que ça a l'air de faire beaucoup. Mais en fait, tout est centré autour de la pornographie, en fait. C'est-à-dire que je fais beaucoup de choses, mais elles ont toutes plus ou moins un seul but, qui est... Voilà, c'est-à-dire que j'ai commencé au Tag Parfait, donc en tant que juste simple pigiste, en fait, contributrice à l'écrit. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'en fait, c'est vraiment le secteur, et j'allais dire le seul secteur qui m'intéressait vraiment professionnellement pour faire une carrière et pour m'épanouir dedans, en fait. Et du coup, comme j'ai mis un pied dedans, j'ai commencé à faire un peu des choses à droite à gauche et j'ai jamais arrêté. Et du coup, évidemment, je cumulais un petit peu de casquettes. Donc, si tu veux, je peux les reprendre. Ouais, parce que du coup, t'as aussi fait un blog et t'as aussi été camgirl. Donc, tout à fait. C'est pour ça que c'était tellement de choses et je me demandais comment tu faisais, c'était tous des métiers en parallèle ou finalement tout était lié. Donc, finalement, tout est lié autour de la pornographie. Donc, voilà, est-ce que tu peux nous expliquer et aussi expliquer un peu chaque rôle, parce que je pense que tout le monde n'est pas forcément familier avec ce que c'est que d'être camgirl, par exemple, mais aussi même le reste de tes activités, quoi. Ouais, bien sûr. Bah, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais le prendre dans l'ordre chronologique parce que je pense que c'est là où ça fait le plus de sens. Donc, comme je disais, j'ai commencé, alors c'était il y a 7 ans, au Tag Parfait, donc en tant que pigiste, parce que moi, je m'intéresse depuis toujours au porno. En fait, depuis que j'ai découvert le porno, donc à l'âge de 18 ans environ, ça m'a fascinée tout de suite. Et du coup, je me suis toujours intéressée au secteur. Alors, en tant que consommatrice, mais pas seulement. C'est-à-dire que j'ai quand même je cherchais un peu à en savoir un peu plus, et puis je m'y intéressais plus sur le côté cinéma, c'est-à-dire que je m'en servais pas juste comme un sport masturbatoire, mais j'aimais bien aussi savoir qui étaient les meufs qui jouaient dedans, les mecs, comment c'était réalisé. J'avais identifié certains réalisateurs qui me plaisaient plus ou moins, etc. Et donc, quand j'ai découvert le Tag Parfait en 2011, je me suis dit, mais c'est formidable, enfin, un magazine qui parle vraiment de porno de manière intelligente, c'est-à-dire qui va plus loin que juste, ouais, le porno, c'est fait pour se branler. C'est-à-dire qu'il y avait des articles de fond, des interviews, on donnait la parole aux gens qui étaient dans le porno, et puis de temps en temps, évidemment aussi, on n'oublie pas que le porno, c'est aussi un divertissement, et donc il y avait des articles un peu plus légers, et donc je trouvais ça vraiment complet. Donc j'ai voulu participer, et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le milieu de la pornographie, donc en écrivant tout simplement. Donc j'ai commencé à écrire des piges, des petits articles sur le porno, sur les sextoys aussi, sur voilà, pas mal de petites choses. Et en fait, c'était l'époque où il y a eu vraiment l'énorme boom des camgirls. Donc les camgirls, c'est quoi ? C'est les filles qui font... 2015, c'est ça ? C'était en 2000... Non, c'était avant. Parce qu'en fait, effectivement, le boom pour le grand public a eu lieu en 2015. Mais nous, depuis déjà 2013, on avait identifié que c'était un mouvement de fond qui arrivait, en fait. Donc les camgirls, pour ceux et celles qui savent pas, sont les filles qui font des shows webcam sexy, érotiques ou porno sur Internet. Et du coup, on avait identifié donc avec le rédacteur en chef de l'époque que c'était un truc qu'on avait, qui avait besoin d'expliquer au grand public et d'explorer.
Et donc, je me suis dit, bah allez, je vais faire un article et pourquoi pas essayer moi-même une fois, je peux faire un show pour voir ce que ça donne, pour voir comment ça marche, parce que moi-même, je pensais à l'époque qu'en fait, les camgirls, c'était que des actrices porno, des pros et tout ça. En fait, je me suis rendu compte que c'était aussi des filles comme toi et moi qui pouvaient faire ça de chez elles, tranquillou. Et donc, je me suis dit, bon, ben, je vais essayer. Et je me suis dit, j'essaye, j'écris, et ensuite, je passe à l'article suivant. Et sauf qu'en fait, quand j'ai essayé, j'ai trouvé ça tellement incroyable ce qui se passait, dans tous les sens du terme, parce que c'était un milieu où il y avait tellement de choses à dire. J'ai rencontré des gens tout de suite qui étaient pas du tout ce à quoi je m'attendais. Moi-même, j'ai pris beaucoup plus de plaisir que ce que je pensais. Et du coup, c'était un peu l'engrenage positif, parce que du coup, plus j'en faisais et plus je trouvais ça chouette. Et puis, ça me donnait envie d'écrire. Et le problème, c'est qu'au bout d'un moment, j'ai eu trop de matos pour écrire un seul article. Et donc, je me suis dit, bah, tu sais quoi, je vais faire un blog. Et donc, j'ai fait un article, effectivement, pour le Tag Parfait, où je parlais de la cam. Voilà, la cam, comment faire pour être modèle webcam, blabla. Mais sauf que moi, à côté, j'ai commencé à raconter vraiment mon histoire sur mon blog qui s'appelle Le cul entre deux chaises. Et du coup, donc, je continuais d'écrire, je continuais de faire de la cam. J'ai aussi commencé à être modèle photo, puisqu'il me fallait du support en fait pour des trucs promotionnels et tout ça. Donc en fait, je faisais des photos un peu pour mon plaisir et en même temps, ça me servait pour mes réseaux sociaux en tant que camgirl. Donc c'était vraiment tout était assez positif. Et au bout de allez, on va dire 3 ans, 2-3 ans, j'ai commencé à avoir beaucoup de journalistes qui me contactaient parce que mon blog en fait était assez facile à trouver quand tu tapais camgirl sur les réseaux. Et puis évidemment le fait aussi d'écrire au tag m'avait donné une certaine reconnaissance dans le milieu. Et donc du coup j'ai commencé à avoir des journalistes qui m'appelaient pour avoir des interviews, pour avoir mon point de vue. Je me souviens que mon premier gros article c'était dans Rue 89 et ça m'avait apporté un nombre de clics incroyable sur mon blog qui du coup était connu. Et donc en 2017 j'ai été contactée en parallèle par deux personnes différentes. La première c'était une association féministe à Sciences Po Paris qui voulait que je vienne pour parler de mon métier. C'était la première fois qu'on me demandait de faire ça et je trouvais ça incroyable. Je me disais, ouais, mais universitaire, ouais. Du coup, ouais. Oui, en plus, puis même la première fois en public, en fait, d'une apparition publique, parce que c'est un genre de table ronde conférence, donc j'avais l'habitude de faire 2 ou 3 interviews au téléphone, etc. Mais là, c'était quand même un peu, arriver et se montrer en public, ce qui était un petit peu un pas, et surtout, voilà, avec des universitaires, avec des chercheurs en pornographie, des chercheurs en théorie queer, et du coup, moi, je me sentais vraiment pas du tout légitime. Je me suis dit, mais pourquoi je fais là? Et en fait, quand j'ai fait cette première conférence, je me suis rendu compte que c'était mortel et que ça me plaisait beaucoup de pouvoir être là pour expliquer aux gens ce qui se passe dans le métier, pour discuter avec les personnes, pour leur donner un peu mon avis intérieur au milieu. Et je me suis rendu compte que même si les universitaires avaient une connaissance du porno qui était très très étendue, universitairement parlant, ils n'avaient pas du tout la connaissance du porno que moi je pouvais avoir en tant que consommatrice depuis des années, en tant que du coup pratique, parce que je connaissais le milieu de camgirl, et puis que j'avais déjà fait des reportages, interviewé des personnes qui travaillent dans le porno et qui étaient devenues mes amies, donc j'avais vraiment un point de vue intérieur que eux ne pouvaient pas avoir, ce qui m'a aidé à me sentir plus légitime. Et cette même année, il y a un producteur de documentaires qui travaille aux médias, c'est un média qui est en Nouvelle-Aquitaine qui s'appelle Revue Far West, donc ils sont à Bordeaux. Et il m'a dit, voilà, j'ai lu ton blog et je voudrais en faire un documentaire. Et j'ai dit, non, c'est mort, parce qu'en fait, je voudrais faire moi-même un documentaire sur mon histoire et j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Et du coup, je l'ai jeté un peu comme ça. Et en fait, il est revenu quelques semaines après en me disant, bah écoute, j'ai vraiment envie de le faire, donc si tu veux, on le fait tous les deux. Donc, on construit le truc ensemble, tu m'aides, tu es là tout le temps, à toutes les étapes, pendant les interviews, t'as le cut final, t'as tout ça, etc. Et du coup, j'ai dit oui. Et donc, on a fait un court documentaire en 2017, donc avec Revue Far West, sur le monde de la webcam. Et vraiment, à partir de ce moment-là, je me suis dit non, mais en fait, voilà, je faisais que un peu de cam de temps en temps de mon côté. Et en fait, quand il y a eu ça qui est arrivé, je me suis dit non, mais c'est bon, c'est mon milieu, c'est mon métier ici, et je veux plus partir, quoi. Et donc, et en fait, parallèlement à tout ça, je continuais d'écrire pour le tag et de faire des reportages, et je suis allée me balader entre guillemets. Donc pour le boulot au Porn Film Festival de Berlin, un festival de sexualité à Montpellier, puis à la Fête du Slip à Lausanne. Et là, j'ai commencé à rencontrer toutes les personnes qui font le porno indépendant, le porno queer. Et en fait, c'est ma famille. Je me suis rendu compte qu'en fait, c'était ma famille. Et ça m'a vraiment fait... C'était la première fois que je rencontrais des collègues travailleurs, travailleuses du sexe.
Et ça m'a fait un bien fou. Et je me suis tout de suite sentie à l'aise et chez moi. Et j'ai dit non, mais voilà, c'est ça. C'est que c'est bon, j'ai trouvé ma place, en fait. J'ai vraiment eu cette impression un peu mystique d'avoir trouvé ma place. Et ça a vraiment fait du bien parce que à partir de ce moment-là, je savais plus ou moins où j'allais. Et je savais que là où j'allais, c'était de toute façon le porno et rien d'autre. Et c'est à peu près à cette même époque que j'ai décidé de me mettre à faire des films porno puisque j'ai rencontré un performeur donc à la fête du slip à Lausanne. Et en discutant, je lui ai dit mais tu sais, moi j'aimerais bien faire un film porno parce que je me dis qu'en France, il y a pas assez de monde qui font des choses. Surtout à l'époque, il y avait que Ovidie. Et Anouchka aussi qui faisait des trucs, mais je me dis mince quand même, on devrait avoir plus de choix, plus de gens qui font ça. Et il m'a dit bah viens, on en fait un. Et du coup j'ai fait allez, c'est parti. Donc, c'est avec Parker Marks, c'est ça? Avec Parker Marks, tout à fait, oui. Donc j'ai eu de la chance parce que c'est vraiment un performeur qui est vraiment super, qui est très bon performeur et qui est vraiment une personne géniale. Et puis un ami quoi. Donc j'étais 100% à l'aise pour mon premier tournage, sachant qu'en plus, mon premier film qui sortait, j'avais décidé de le réaliser moi-même de A à Z, tout en sachant que j'avais aucune expérience dans le milieu et que ça allait être horrible. Mais je me disais, comme ça, si jamais il y a le moindre truc qui va pas, c'est pas grave parce que c'est toi qui décides de le faire ou pas, d'intégrer telle partie ou pas, de changer l'histoire ou pas. C'est ton film, c'est toi qui décides et donc t'es safe sur le process en entier en fait. Et donc, j'ai sorti mon premier film au Médoc en 2017. Et comme il y a eu un super accueil de la part de mes followers, bah, j'ai continué. J'en ai fait un deuxième, puis un troisième. Et au bout d'un moment, j'ai fait, bon, bah, je crois que je vais créer une boîte. Et donc, j'ai créé ma boîte de production, mon label qui s'appelle Carré Rose Film. Et là, cette année, si j'ai le temps, d'ici la fin de l'année, je devrais peut-être sortir le 10e court-métrage Carré Rose Film, là. Voilà. Et du coup, en parallèlement à tout ça, en 2019, j'ai repris le Tag Parfait parce qu'en fait, le précédent rédacteur en chef a démissionné et il fallait quelqu'un pour reprendre et il y avait personne. Et comme je l'ai dit dans mon histoire, ça a été vraiment un moment phare dans ma vie, un moment charnière, le fait de commencer à travailler au Tag et j'avais pas envie que ça s'arrête. Je voulais pouvoir moi apporter à d'autres personnes ce que j'ai reçu de la part du Tag Parfait en fait. Le fait de me dire attends mais le porno c'est un vrai truc, c'est pas juste un truc de comme on pouvait dire à l'époque, je sais pas, il y a 15-20 ans avec mes potes, c'était oui c'est bizarre, tu regardes du porno, t'es une fille, c'est chelou, t'es obsédée, machin truc. Et en fait finalement. ouais, bien sûr, encore maintenant il y a beaucoup de stigmas autour du porno et des femmes, hein, mais du coup je me suis dit moi ça m'a changé la vie, ça m'a changé la façon de voir des choses, j'ai rencontré des gens super, j'ai découvert des films super. Je me sens mieux dans ma vie et dans ma sexualité aussi et dans mon rapport à la pornographie grâce au Tag Parfait. Donc j'avais envie de pouvoir moi aussi apporter ça à d'autres personnes. Et puis je trouvais que ça finalement ça s'inscrivait bien dans ma méthode ou de aussi raconter mon histoire, écrire sur le porno et tout ça. Et du coup c'était juste la continuité quoi. Donc voilà, c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui à faire donc des films porno d'un côté et écrire, et gérer le Tag Parfait à côté. Ok, ouais, donc ça fait toujours beaucoup de choses. Mais maintenant c'est surtout le Tag Parfait et Carré Rose. Bah, c'est vraiment mes deux activités principales, oui. C'est-à-dire que moi, dans ma tête, en fait, c'est vraiment la priorité à Carré Rose. Sauf qu'en ce moment, en 2020, comme on est un peu bloqué sur les tournages, c'est un peu, c'est un peu galère, plus beaucoup d'autres galères dont on va pouvoir parler. Mais le Tag Parfait, ça demande beaucoup de travail, donc du coup, je suis souvent débordée et c'est un peu compliqué. Donc je sais qu'à terme, ça sera pas possible de continuer à gérer les deux, donc il faudra que je fasse des choix. Mais pour l'instant, j'essaye de naviguer un peu entre les deux métiers, ce qui est vraiment beaucoup trop de travail et trop compliqué, donc je recommande pas. Ouais, mais bon, c'est ce qui te passionne, donc du coup, c'est pour ça que ça marche peut-être. Peut-être. Mais juste pour revenir un tout petit peu le déclic, c'est quoi? C'est quand je sais pas quelles études t'as faites avant, mais en gros tu découvres le porno à 18 ans et tu commences en études de journalisme peut-être, c'est ça? Pas du tout, j'ai fait une école de commerce. D'accord, ok. Et du coup tu postules quand même pour faire des piges au Tag Parfait qui te dit ok, et c'est là que tout commence en fait. C'est ça. En fait, j'ai fini mes études moi en 2007, un truc comme ça. Donc quand j'avais 23-24 ans, et en fait j'ai bossé à la base. J'ai fait une école de commerce donc pour faire de la communication commerciale, publicité, marketing, tout ça quoi.
Donc du coup, j'ai commencé à bosser dans ces milieux-là. J'ai bossé un peu en grande distribution. J'ai bossé dans des PME, dans des agences de com, en market, en réseaux sociaux, tout ça. Et en fait, j'étais pas heureuse jamais, quoi. Enfin, il y a aucun des métiers que j'ai fait avant où je pouvais rentrer le soir et me dire c'est super parce que ça l'était pas. Il y a juste la dernière boîte où j'ai travaillé qui était une boîte qui avait, on va dire, un rapport avec du coup le lointain, mais un rapport avec le porno. Et en disant que c'est dans le monde de la sexualité, là, du coup, je me disais, ben voilà, c'est cool, mais encore une fois, c'est parce que j'étais dans ce milieu où je me sentais à l'aise. Et du coup, en fait, je me suis présentée comme blogueuse contributrice pigiste au tag, mais c'était pour un genre de hobby à l'époque, ou en tout cas, je pensais que ça allait être un hobby. Au début, j'avais créé ce pseudo de Carmina pour signer l'article parce que je me disais, bah, je vais en écrire un et ce sera cool. Et puis après, je retournerai faire autre chose. D'accord, bah oui, parce que tu t'imaginais pas forcément que c'est possible de faire carrière et de rentrer comme ça dedans tout de suite, en fait. Ben parce non. que c'est une question de légitimité aussi. Oui, ça oui aussi, bien sûr, ouais. Okay. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que moi, entre guillemets, je savais que j'avais une légitimité à écrire sur le porno parce que en 2011, si on y pense bien, ça fait déjà, ça fait quoi ? Ça fait déjà 9-10 ans que je regarde du porno. Donc, et que je regarde vraiment. Je fais pas que tu sais, juste aller faire un tour sur Pornhub et voilà. Non, moi je regarde plein de trucs. Je connaissais des actrices, leurs biographies, ce qu'elles avaient fait ouais, comme tu regardais truc. comme une passionnée de cinéma, mais là de cinéma pornographique, quoi. C'est ça. Et du coup, je passais vraiment pour une fille super chelou, surtout, je veux dire, en fin des années 90, début 2000. C'était encore vraiment pas, on n'était pas du tout dans le même contexte, hein, faut le savoir, puisque c'est le pré-réseaux sociaux, donc on n'a pas comme aujourd'hui. Puis pré-internet aussi. Enfin, on n'a pas comme aujourd'hui des communautés, des réseaux sociaux où on peut discuter entre gens de nos passions. Et du coup, je me sentais vraiment seule. Et c'est pour ça que quand j'ai découvert le tag, ça a aussi été un peu genre le cerveau qui fait oh putain, enfin, je suis pas seule à vraiment m'intéresser au porno et à le prendre autrement que comme un truc pour se branler et salut, tu vois. Ouais. Ouais, mais justement, j'ai vu que t'expliquais que t'étais femme de film porno des années 90. Alors, parce que c'est ça que t'as vu principalement, j'imagine, hein, au début. Bah ouais. Et tu cites par exemple Four Chambers. Et est-ce que tu peux expliquer, c'est pour ceux qui connaissent pas ces films-là et qui vont peut-être regarder des choses plus récentes, qui vont regarder peut-être que les tubes, c'est quoi le style des années 90? C'est quoi ton style et pourquoi c'est important pour toi d'avoir cette patte artistique en fait et pas peut-être juste masturbatoire comme d'autres peuvent le faire et peuvent le faire très bien. Alors, je sais pas trop comment expliquer. Moi, j'avais pas trop compris à quel point les films des années 90 avaient eu une influence sur moi jusqu'à ce qu'en fait, un de mes potes me dise ça en voyant mon premier court-métrage ou le deuxième, je sais plus. Il m'a dit trop marrant, j'ai l'impression de regarder du porno vintage. Et j'étais là, je sais pas trop comment le prendre. Mais en même temps, je crois que je comprends un peu ce qu'il voulait dire. Moi, effectivement, j'ai grandi en regardant les films, donc on va dire de la vraiment mi-fin 90 à début 2000, parce que quand je dis j'ai grandi, alors je précise encore une fois qu'il n'y avait pas Internet et donc moi je connaissais pas le porno avant d'avoir genre 18 ans parce que j'avais pas Internet avant en fait, enfin ou alors à l'école ou un truc comme ça, donc c'était pas voilà. Donc je regardais beaucoup les Dorsel notamment, les films de Blue One, les trucs avec Clara Morgan évidemment, la star à l'époque. J'avais déjà repéré Ovidie que je me disais putain mais cette meuf elle est vraiment pas comme les autres et je sais que c'est un truc qu'elle avait détesté qu'on lui dise à l'époque et je le comprends maintenant. Mais vraiment j'avais cette curiosité et maintenant, quand je revois ces films-là, en tant que meuf féministe et du coup avec tout le vécu qu'il y a eu entre deux, je sais que c'est des films qui sont vraiment pas super en termes de représentation en fait de la sexualité et du consentement et tout ça, parce que enfin les plus gros classiques de Dorsel, c'est culture du viol à fond les ballons. C'est-à-dire que vraiment il y a certains films qui commencent directement par une meuf qui se fait violer et on dit c'est son initiation, tu vois, ce qui est genre vraiment pas normal. Cependant, je pense qu'on peut faire la part des choses, être féministe et avoir des fantasmes, et que ce sont deux choses qui sont complètement différentes. Mais bon, je préfère quand même replacer les films de l'époque dans leur contexte. C'est pas du tout comme maintenant où on est vraiment conscient de tout ça quoi, de la culture du viol, du consentement qui est nécessaire et tout ça. Mais encore une fois, attention, le porno c'est du cinéma, donc faut pas l'oublier.
Et du coup, voilà, moi j'ai toujours beaucoup aimé ces films-là parce que c'était des longs métrages avec des histoires, enfin un semblant d'histoire en tout cas, et des costumes et des décors. Et ça, c'est un truc qui s'est quand même vachement perdu, je trouve. Et en même temps, c'est normal parce que ça coûte cher et que maintenant, il n'y a plus l'argent qu'il y avait avant pour le cinéma pornographique, en fait. Et moi, c'est un peu ça que je regrette. C'est que moi, j'aime bien les scénarios où tu as des costumes, où tu as des mises en scène. Je sais que par exemple, le premier Dorsel que j'ai vu s'appelle La princesse et la pute. Et à un moment, ça se passe dans un château. Il y a des dorures et tout, des grands escaliers. Enfin, je trouve ça incroyable. Je trouve que ce qui est vraiment dommage, ouais, c'est ça. Ce qui est vraiment dommage dans le porno d'aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que c'est enfermé dans quelque part. Alors, dans le sens où on se cantonne souvent à un décor qui est petit, qui est fermé, ou qui est tout le temps le même, qui revient tout le temps, des trucs un peu aseptisés, comme par exemple dans le porno américain où on a toujours l'impression que c'est soit une chambre d'hôtel, même si c'est un super hôtel sympa, ou alors un genre de grande villa sur la plage à Miami, mais qui sont toutes les mêmes, genre avec des murs blancs et des meubles en cuir modernes, et en fait on se fait chier en fait, un peu, je trouve. Ouais. Donc voilà, moi je regrette un peu cette époque où il y avait, voilà, c'était un peu plus grandiloquent, si j'ai envie de dire. Ok. Un petit peu, ouais. Donc moi j'aime bien ça, j'aime bien rigoler, j'aime bien les scénarios, les costumes, les trucs comme ça. Ok. Et c'est vrai que ouais, pour le peu que j'ai pu voir de Four Chambers, il y a outre ça, c'est même des univers parallèles parfois, enfin complètement mystiques et tout. Et c'est pas forcément moi l'image que je me faisais. Pour le coup, je connais beaucoup moins du porno des années 90. Donc pour moi, c'est deux choses différentes. Mais après, puisque je me trompe complet. Bah, en fait, le truc, c'est que depuis donc les quelques années que j'ai travaillé au TAG, j'ai eu la chance en fait de élargir ma culture porno. C'est-à-dire qu'avant, je regardais un peu ce qui me tombait sous la main. Encore une fois, parce que je savais pas trop où chercher et que comme je connaissais Dorsel, je regardais Dorsel. Après, comme il y a eu tous les films avec Clara Morgan, je regardais ça. Et donc, en fait, je savais pas trop où chercher. Et disons que ce que le TAG aussi m'a apporté, c'est une vision vachement plus globale du porno et de tous les pornos, en fait. Et c'est là que j'ai découvert justement des personnes comme Vex Ashley et donc Four Chambers, qui est le collectif qu'elle a créé. Et Four Chambers, ce qu'ils font, c'est à des années-lumière de ce que Dorsel fait, bien entendu, mais c'est incroyable. C'est tellement... ils ont porté le porno à un niveau artistique qui est ouf et que personne d'autre ne fait, et en tout cas personne d'autre ne fait aussi bien que ce que fait Vex. C'est beau, c'est excitant, c'est vraiment artistique et tout est choisi au millimètre près, la musique, les lumières, tout. S'il y a un truc que je recommande aux gens de regarder toujours pour se rendre compte que le porno c'est pas seulement ce qu'on trouve sur Pornhub, c'est Four Chambers, parce que justement eux ils sont complètement l'opposé et ce qu'ils font c'est génial et il faudrait que plus de gens les connaissent en fait. Les difficultés que tu as pu rencontrer quand on est dans ce milieu-là, est-ce que tu les rencontres de la même manière que ce soit sur le côté production avec le Carré Rose ou sur le côté rédaction avec le TAG Parfait, avec le financement par exemple? Est-ce que j'ai entendu, donc c'était une conférence que tu avais à l'université de Toulouse, que tu parlais beaucoup des difficultés financières de la sexualité en général de toute façon. C'était il y a déjà 3 ans que t'en parlais. Est-ce que t'as encore ce même problème, même avec la notoriété du TAG Parfait, ta notoriété à toi et tes contacts? Parce que moi, dans les personnes que j'interroge, je les entends toujours. Il y a quasiment un épisode sur 2 ou une personne sur 2 que je rencontre a toujours ce même problème au moins de financement, si ce n'est autre. Est-ce qu'il y a des évolutions selon toi ou pas? Non, ça évolue pas, et si ça évolue dans le mauvais sens. C'est-à-dire que c'est de pire en pire, clairement. Ça, c'est un truc où vraiment, à chaque fois, j'insiste lourdement, et du coup, j'ai vraiment l'impression d'être la fille qui fait que de se plaindre tout le temps. Mais en fait, il faut que les gens se rendent compte que entreprendre dans la sexualité en général et dans le porno en particulier, c'est impossible actuellement en France, voire dans le monde. Surtout en France, parce que le cadre législatif et financier est vraiment horrible et a été de toute façon créé pour dissuader les gens de produire du porno en France. Ça, il faut le rappeler, et c'est pas un mensonge que de dire ça en fait. C'est que vraiment, par exemple, je donne toujours cet exemple tout simple, c'est que
déjà créer une boîte, c'est vraiment pas facile. Trouver des investissements, c'est vraiment pas facile. Et après, on a toutes les taxes à la fin de la première année, et qu'on se retrouve à payer toutes les taxes qu'il faut payer. Il faut savoir que dans le porno, il y en a une en plus qui est réservée aux personnes qui produisent de la pornographie. C'est-à-dire qu'on doit donner 33% de notre chiffre d'affaires aux impôts directement. Juste parce que c'est du porno. Donc, si par exemple j'ai fait une année où j'ai fait, je vais dire un chiffre au pif parce que on n'est pas du tout dans ces chiffres-là, mais admettons que j'ai fait 1 million d'euros, ce qui n'arrive pas, hein, bien sûr, ça veut dire qu'il y a déjà 333 000 balles qui partent direct aux impôts juste parce que j'ai coché que je faisais du porno sur la case. Et on ajoute à tout ça les impôts aux sociétés, tout ce que tu veux, les trucs fonciers, les taxes des entreprises, tout ce que tu veux. Donc déjà, voilà. Déjà, quand tu pars, j'espère qu'il y a d'autres entrepreneurs qui se rendent bien compte de ça, c'est qu'imagine que tu pars, que tu arrives à faire ton chiffre et que direct, tu dois arbitrairement donner 33% juste parce que voilà, tu fais du porno et donc fallait pas faire du porno, sinon voilà. Déjà, il y a ce problème. Il y a l'autre problème, c'est que en tant que personne qui touche à des thèmes de la sexualité, de la pornographie, etc., on ne peut utiliser aucun des outils high-tech et web que les autres entrepreneurs ou les autres personnes utilisent. C'est-à-dire que faire sa pub sur Facebook, c'est pas possible. Sur Instagram, c'est pas possible. Vimeo, c'est pas possible. PayPal, c'est pas possible. Stripe, c'est pas possible. YouTube, c'est pas possible. Donc voilà. Imagine, tu veux faire ta pub, t'as un produit, tu veux le vendre. Imagine que tu peux aller sur aucun de ces réseaux sociaux. Aucun. Donc, tu fais comment concrètement dans un monde qui est hyper social et qui est hyper connecté et où les gens en fait vont sur Instagram pour trouver des nouveautés, pour trouver des trucs, pour trouver des produits. Tu fais comment pour faire te connaître si tu n'as pas le droit d'utiliser ces outils-là? C'est-à-dire que toutes les personnes qui travaillent dans le porno ou dans le sexe se font bannir très régulièrement de tous ces outils. Moi, par exemple, je me suis fait virer de la banque. Parce que c'est pas que les réseaux sociaux, c'est aussi les outils financiers et bancaires. Je me suis fait virer de la banque parce que un jour, il y a un client qui a écrit le tag parfait sur la facture au lieu du nom de l'association avec laquelle je gère le tag parfait. Et la banque m'a appelé en me disant en fait, c'est quoi le tag parfait? Je dis c'est le site dont on s'occupe avec l'association. Et ils m'ont dit OK. 1 heure après, j'ai reçu un mail pour dire qu'ils fermaient mon compte. Sans préavis, sans transition, sans rien. Voilà. J'avais 15 ou 30 jours pour trouver une nouvelle banque. Sauf que évidemment, bien sûr, quand j'ai appelé pour trouver une nouvelle banque, je me suis dit je vais leur dire tout de suite qu'on est le tag parfait, ça évitera que je doive rechanger de banque dans 3 semaines. Et bien, quand j'ai commencé à appeler les banques en disant voilà, on est le tag parfait, on cherche une banque, tout le monde m'a dit non. Tout le monde. Et j'ai reçu des centaines de DM en disant ah mais t'as pas essayé celle-ci, t'as pas essayé celle-là. Si, j'ai tout essayé, j'ai appelé tout le monde et personne n'a voulu de nous. Donc, il a fallu que je saisisse la Banque de France pour qu'ils nous ouvrent un compte, puisque c'est obligatoire d'avoir le droit au compte est obligatoire pour toutes les entreprises et pour toutes les personnes. Et donc, il a fallu que j'aille jusqu'à saisir la Banque de France pour qu'ils obligent une banque à m'ouvrir un compte, qui est du coup, juste par exemple, un compte limité, et je n'ai pas le droit de faire mes propres virements. Quand j'ai besoin de faire un virement, je dois me déplacer à la banque et demander à la guichetière de m'effectuer un virement, qui est facturé 4,50 €. Ok, mais en fait, non, c'est bien plus récent que ça, en fait. Parce que oui, je viens de me rappeler, c'était pas cette conférence-là, c'était dans ton live de YouTube, là, en mars, dont on parlait. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose d'hyper récent, malgré l'historique du tag parfait, finalement. Oui. Bah oui, le tag parfait, ça fait 10 ans que ça existe. Donc, le site est costaud. On voit bien qu'il y a que ça marche et j'ai de la trésorerie, il n'y a pas de problème. Et ça marche pas du feu de Dieu, parce que pour donner un exemple aussi, j'ai pas dit depuis tout à l'heure, mais en fait, je travaille sans me payer depuis plusieurs années, parce que il y a pas les moyens pour avoir un salaire, en fait, tout simplement, à cause de tout ça. Parce que même pour le tag parfait, quand j'avais repris le tag parfait, j'avais fait un appel en crowdfunding pour qu'on puisse relancer le magazine dans de bonnes conditions, et donc j'avais réussi à rassembler 10 000 €, ce qui est chouette. Pour pouvoir relancer le magazine, mais je sais pas si les gens se rendent compte en fait que 10 000 € pour faire tourner une société, en fait, c'est rien du tout. C'est ce que tu as besoin peut-être pour une semaine de lancer à la limite, voilà. Mais oui, ok. Voilà. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que dès qu'on parle de cul, de sexe, de porno, les gens, ils sont plus là. Donc, par exemple, ma boîte, je l'ai lancée avec 0 €, ma boîte de production. Je suis arrivée au banquier, je lui ai dit voilà,
J'ai déjà eu la chance, on m'a recommandé un banquier qui était cool et je le remercie si jamais il m'écoute parce que sans lui, j'aurais clairement rien pu faire. Il m'a ouvert un compte, je lui ai expliqué, je dis voilà, je fais des films porno féministes. En fait, j'ai dit ça alors que c'est un truc que je dis jamais, mais j'avais l'impression qu'il fallait genre que j'adoucisse. Je te poser la question après sur ce sujet-là, justement. Ouais. On pourrait en parler, mais en fait, je ne qualifie pas mes films moi-même de féministes, mais le jour où je suis allée à la banque, je dis voilà, je fais du porno. Alors attention, c'est du porno féministe parce que en fait, j'avais envie de un peu adoucir le truc pour que ça passe à la banque. Et donc, il m'a ouvert un compte en banque. Et le premier truc qu'il m'a dit, par contre, je vous préviens, le jour où vous êtes à découvert, vous avez besoin d'un prêt ou n'importe quoi, il dit je ne peux rien faire pour vous. La banque ne peut pas vous suivre, il n'y aura pas de prêt, il n'y aura pas de découvert accordé, il n'y aura rien du tout. Donc, il faut que vous fassiez gaffe vous-même parce que moi, je ne pourrais pas vous aider. Donc, pareil. Bon, moi, il était clair là-dessus, mais c'est quand même, un peu... Oui, enfin, pas des menaces, mais ça. Non, c'est pas des menaces parce que, ouais, voilà, c'était juste, c'était même pas des menaces, c'était juste plutôt désabusé. C'est qu'il a dit, voilà, moi, je pourrais rien faire, je pourrais pas vous aider même si j'ai envie, parce qu'il y a la hiérarchie et que ça passera jamais à la hiérarchie. Donc pareil, enfin, qu'est-ce qu'on fait quand c'est ça ? Comment je fais pour lancer une boîte de prod avec 0 €? C'est ça le problème. Donc du coup, je me paye pas. C'est ce qu'on disait au début, c'est le fait que tu peux pas travailler ailleurs parce que c'est ce qui te passionne le plus finalement. Bah ouais. Mais du coup, tu continues peut-être d'autres activités, genre de cam girl, le blog peut-être te rémunère, j'en sais rien. Il y a aussi la boutique. Sur le tag parfait, peut-être que alors le tag parfait, on va dire, il tourne de manière ok parce que justement comme il y a les 10 ans d'ancienneté, ça me permet d'avoir un tout petit peu de revenus. Donc pour le tag, je m'inquiète pas dans le sens où je sais que là par exemple, je suis hyper économe parce que du coup je sais que je peux pas lâcher l'argent comme ça parce que je sais pas de quoi demain est fait parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Mais disons qu'avec le tag, j'essaye toujours d'avoir 1 an d'avance de trésorerie parce que tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, au tag parfait, pareil, je dis des chiffres au pif qui sont pas représentatifs, mais disons qu'au tag parfait, quand je rentre 10 €, j'en sors 100, par exemple. Donc, c'est évidemment pas viable sur le long terme. Et c'est pour ça que je me paye pas, parce qu'il n'y a pas de quoi me payer. Et moi, je préfère payer d'abord les pigistes, les journalistes et les gens qui bossent pour moi que me payer moi-même, parce que c'était mon choix de reprendre le tag parfait. C'est pas à eux de payer le fait que je fais tourner un truc sans argent, quoi. Donc voilà. Et puis pour la société, pareil, c'est-à-dire que comme il n'y a pas comme pour l'instant je démarre et que je suis seulement en train de lancer l'activité et qu'en fait les gens me connaissent pas trop et connaissent pas forcément mes films et puis que c'est pas facile de faire payer les clients pour du porno, et pareil, quand je rentre 10 €, en fait j'en ai besoin de 100 et donc du coup les 3/4 du temps ça sort de ma poche. Donc malheureusement, le problème c'est que moi j'ai plus le temps de faire d'autres activités à côté, donc j'ai plus le temps je fais très 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 sporadiquement des petits contrats. Par exemple, j'essaye de me faire payer pour mes interventions publiques maintenant, mais sauf que les gens ils pensent que toi tu viens gratuit et que ça te fait de la pub et donc c'est cool. Donc du coup c'est pas facile. Et j'ai mon OnlyFans qui me rapporte un tout petit peu. Disons que ça me permet d'être plus ou moins à l'abri de la banqueroute. Mais je pourrais pas continuer comme ça pendant longtemps parce que j'avais mis de l'argent de côté quand j'avais un taf à plein temps et qui était relativement bien payé. Mais sauf que, étant donné que j'ai 0 qui rentre, au bout d'un moment ça va pas marcher, quoi. Donc je pense que d'ici 1 an et demi, je pense que si j'arrive pas à dégager plus d'argent d'ici 1 an et demi, il faudra que j'arrête malheureusement et que je reprenne un travail normal ou que je trouve une activité qui rapporte. Ok, d'accord. Mais ouais, donc c'est quand même c'est cette année où il va falloir c'est une année charnière, quoi. Mais en plus compliqué avec le Covid qui aide pas ou plus. Voilà. Je sais pas. Est-ce que d'un côté ça a ralenti ton activité de production, mais est-ce que d'un autre côté les gens vont pas plus sur le carré rose pour voir ce que tu fais Disons que j'ai fait un peu plus de ventes que l'année dernière, donc c'est chouette. Ça veut dire qu'effectivement les gens commencent à me découvrir et puis sont contents et reviennent, donc ça va. Mon chiffre augmente doucement, mais j'ai rien produit cette année, effectivement, à cause du Covid, parce qu'on avait des tournages qui étaient prévus au printemps, on avait des tournages qui étaient prévenus cet été, que j'avais dit c'est pas grave, on repousse en septembre, et en fait ça n'a pas été possible non plus. Et là, je pense que même janvier, ça va être compliqué.
Donc le problème, c'est qu'au bout d'un moment, si je produis rien, l'argent va pas rentrer en fait. Donc là en ce moment c'est vraiment galère parce que justement ça devait être 2020 un peu l'année où je me dis allez on lance le truc bien et après ça va marcher, et sauf que là du coup là vraiment là je sais pas trop comment on fait, sachant qu'en plus comme le milieu un peu de la high tech porno est toujours un peu compliqué, en fait l'outil que j'utilisais comme comment on dit, en fait j'avais un outil qui faisait le lien entre mes films et le client final, c'est-à-dire que les clients payaient le film et le téléchargeaient grâce à un site annexe qui me reversait ensuite l'argent. Et donc en fait en octobre, je crois que c'était le 15 octobre, ils nous ont dit au fait on ferme le 30. Ok, est-ce que c'est pour ça, enfin je couperai si besoin, mais parce que du coup je suis allée évidemment et je voulais regarder au moins un film ou deux, on interviewait, ça me paraissait logique, et j'ai pas pu, du coup j'ai pas trouvé. Et non, parce qu'ils ont fermé le processeur de paiement en nous donnant 15 jours de délai pour trouver autre chose. Sauf que le problème, c'est que, en fait, il n'y a pas autre chose. Parce que le site que j'avais, c'était celui qui avait la plus petite commission, c'est-à-dire qu'il prenait que 15% de commission, ce qui est déjà énorme, mais c'est le minimum dans le monde de l'adulte. Et le problème, c'est que tous les autres sites où je pourrais vendre mes vidéos, en fait, ils prennent 40 à 60% de commission. Donc ça voudrait dire qu'il faudrait que je double le prix des films pour que moi je touche la même chose au final. Et en fait, je trouve que ça n'a plus de sens de commencer à vendre un court-métrage 40 €, c'est complètement débile. Donc là, je suis bloquée. Et le problème, c'est que j'étais en train de faire la mise à jour de mon site internet pour que les gens puissent s'abonner directement sur mon site et avoir les films en streaming. Sauf que ça sera jamais prêt avant, je pense au mieux, le printemps 2021. Donc du coup, en ce moment là, je suis vraiment complètement bloquée, ouais. Donc j'ai perdu 2 mois de chiffre d'affaires parce que voilà, on est sur des trucs dans l'adulte où du jour au lendemain les sites ferment, les sites virent aussi les gens qui font du porno. Ça a été le cas de Patreon, parce que Patreon ça a beaucoup marché, surtout grâce aux personnes qui font de l'érotique, du porno et tout ça. Et en fait un jour ils ont dit en fait si vous faites de l'adulte vous dégagez, parce que en gros ils étaient assez solides et ils avaient plus besoin de ça, et donc ils voulaient rendre leur image plus propre. Bien sûr. Et c'est la même chose qui s'est passé. Avec OnlyFans aussi, ça peut être le risque, non? Ouais, du jour au lendemain, c'est une des peurs qu'on a avec OnlyFans, c'est que effectivement ils ont tendance à avoir une communication qui est un peu trop vanille, comme on dit. Donc par opposition à porno, et on se dit que du jour au lendemain, quand ils seront assez gros pour pouvoir se passer des travailleurs du sexe, ils vont les virer. C'est une des peurs que tout le monde a actuellement, ouais. Ok. Mais c'est en fait le problème, c'est que quand on est entrepreneur dans ce milieu, c'est comme ça du jour au lendemain. Là par exemple, je me suis fait suspendre le compte du Bon Fab sur Twitter, je sais pas pourquoi, et donc ça me prive de 30 000 abonnés, je sais pas pourquoi. Et tous les jours il y a un nouveau truc en fait, tous les jours. Alors que Twitter aussi était quand même jusqu'à présent assez ouvert sur tout ce qui était sexualité et pornographie. Oui, mais ils surveillent, je sais pas, ils doivent pas apprécier le fait que j'ai plusieurs comptes et que je sais pas, je suis en train d'essayer de voir avec eux pourquoi. Je me suis déjà fait supprimer mon Instagram où j'avais 6000 abonnés, ce qui est en plus vraiment pas grand chose, mais sauf que du coup, quand j'ai recréé un Instagram, j'ai réussi à en récupérer que la moitié, donc du coup ça veut dire que j'ai perdu 3000 clients potentiels pour mes films, enfin... En fait le truc, c'est que si on a vraiment envie de bosser dans le porno et de faire, il faut vraiment s'armer de patience et il faut avoir une foi à toute épreuve, parce qu'en fait il n'y a pas un jour où il y aura pas quelqu'un ou quelque chose qui va vous mettre des bâtons dans les roues, c'est sûr à 100%. Ça fait hyper défaitiste, mais enfin là ça fait des années que je bosse au tag, là ça fait 3 ans que je fais des films, je vois bien que en fait personne nous aide, que les lois elles sont en train de devenir de plus en plus serrées. Là, Instagram, c'est clair, mais je pensais à, justement, tu parles de loi, alors j'ai pas le nom de la loi, mais je sais qu'elle est passée cette année, où elle était hyper mal amenée. C'était une loi pour forcer à ce que la plupart des sites pornographiques soient payants, soi-disant pour protéger les mineurs et les violences faites aux femmes. Enfin, c'était pas du tout au bon endroit. Tout à fait. Et du coup, il y avait un peu deux camps entre ceux qui étaient pour un accès quand même à une forme de pornographie gratuite,
ne serait-ce que pour faire de la promotion, et d'autres qui étaient comme des Dorsel notamment, parce qu'ils étaient quand même un petit peu derrière tout ça, ça les arrangeait parce que ça faisait plus de clients pour quelqu'un qui est aussi installé qu'eux. Mais du coup, toi, dans quelle situation tu te places, puisque finalement ça aurait dû t'arranger que les gens trouvent ça de plus en plus normal qu'on paye, bon, même si c'est pour les mauvaises raisons, hein. Et finalement, en fait, les outils ne suivent pas, même s'il y a les lois qui l'autorisent. Donc, j'ai pas trop compris cette loi, comment toi tu l'as vue et comment toi elle t'a servi ou pas du tout. Alors, en fait, cette loi est vraiment complètement con. En fait, c'est pas une loi. C'est un amendement qui a été ajouté à la loi, à la proposition de loi pour lutter contre les violences conjugales. Donc déjà, je m'arrête vraiment sur ça. C'est-à-dire que on a été mettre un amendement qui régule la pornographie sur une loi pour protéger les femmes de violences conjugales. Déjà, dans quel monde on fait ça? Parce qu'il n'y a aucune étude qui prouve qu'il y a un lien entre la pornographie et les violences faites aux femmes. Aucune. Ils se sont basés sur rien du tout pour faire ça. Donc voilà. Donc moi je trouve ça normal qu'on fasse des propositions de loi pour aider et pour soutenir les femmes qui sont victimes de violences conjugales et que c'est un sujet très important. Mais ce qu'il faut que les gens se rendent compte, c'est qu'en fait ils en ont juste profité complètement de manière hyper opportuniste pour foutre un amendement qui régule la pornographie là-dedans. Parce que ça fait un moment qu'ils essayent de lutter contre la pornographie soi-disant qui est accessible partout et qui pullule sur les ordis au moindre clic, ce qui n'est pas très vrai non plus. Et effectivement, c'est un amendement qui a été beaucoup porté par Dorsel, parce que Dorsel, depuis qu'il y a les tubes, et ben évidemment, il a perdu une énorme partie de son chiffre d'affaires, puisque les gens ils vont voir du porno gratuitement sur Pornhub. Donc le débat est vraiment très compliqué, parce que évidemment, je pense qu'il faut pas que les mineurs accèdent à la pornographie. Sauf que moi, je vois pas pourquoi il y aurait pas le droit à la pornographie gratuite pour les adultes s'ils ont envie de regarder, s'ils ont envie d'en regarder, pourquoi pas. Et surtout, quel est le rapport avec la proposition de loi contre les violences conjugales. Donc bref, cet amendement, il a été voté, il a été validé. Et il dit que maintenant le disclaimer d'âge, c'est-à-dire le petit carré qui apparaît quand on se connecte sur un site porno et qui dit êtes-vous majeur, oui, non, ça veut dire que maintenant ce disclaimer n'est plus suffisant comme protection pour les mineurs et pour du coup pour les personnes qui viennent visiter le site. Donc quand on a un site porno en France et qui est diffusé en France, maintenant il faut une autre méthode de vérification de l'âge des gens. Sauf que la loi, elle ne dit pas quelle méthode, elle ne dit pas comment l'appliquer, elle ne dit rien du tout. C'est juste le disclaimer n'est plus suffisant, démerdez-vous. Ah, je pensais que c'était c'est là où ils avaient introduit. Je suis pas allée vérifier. Ok, d'accord. Ils essayent en fait depuis un moment de faire accéder un peu comme ils ont fait, comme ils ont voulu faire au Royaume-Uni, c'est-à-dire d'essayer de faire payer d'obliger les gens à donner leur numéro de carte bleue ou de carte d'identité pour les identifier en tant que majeurs. Mais sauf que ça pose des tas de problèmes pour plein de raisons. C'est que déjà, pourquoi est-ce qu'on serait obligé en tant que personne qui crée de la pornographie de la faire payer, de la mettre derrière un paywall? Pourquoi? Il n'y a pas de raison. Enfin, en fait, il y a des sites où on peut mettre son porno de manière accessible gratuitement, et si on a envie de le faire, pourquoi on n'aurait pas le droit? Pourquoi? C'est hyper bizarre. C'est comme dire à un cinéaste, imagine que demain, au pif, je sais pas, je sais que par exemple George Michael l'avait fait ça. George Michael, un jour, il avait dit voilà, j'ai sorti un album, mais en fait, comme j'ai assez d'argent, je vais le mettre gratuit à dispo pour tout le monde. Et donc, ça veut dire que nous, en tant que personnes qui font du porno, on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de mettre notre travail accessible gratuitement si on a envie de le faire. Pourquoi? Alors, déjà, ça me pose vraiment une question. Plus le fait que voilà, la proposition de loi n'a pas de rapport avec la pornographie, qu'il n'y a pas d'études qui se sont vraiment basées sur rien du tout, que ça contribue à tout un contexte de lois qui sont de plus en plus conservatrices, liberticides. Enfin, il n'y a rien qui va du tout dans cette. Il n'y a rien qui va du tout dans cette proposition. Et moi, ça m'affecte pas vraiment, parce que en fait moi mon porno il est payant parce que j'ai pas les moyens de le faire gratos. J'aimerais bien, parce que du coup je me dis que j'aurais plein de gens qui le regarderaient et qui seraient peut-être contents, mais sauf qu'en fait pour produire un porno il faut de l'argent, et moi j'ai pas une réserve d'argent infinie
qui fait que je peux gagner ma vie autrement, parce que sinon peut-être que je le ferais. Et le problème, c'est que moi, je peux pas mettre mon porno accessible sur les sites type Pornhub, parce que en fait, je fais un porno qui n'intéressera pas la clientèle qui va sur Pornhub, et donc ça ne va pas me rapporter d'argent. Et même si là, il est gratuit sur imaginons qu'il soit gratuit sur ton site, ou au moins que 1 ou 2 soient gratuits sur ton site, tu penses que ça changerait pas? Est-ce que ce serait pas un moyen de faire de la promotion? Bah si, carrément. Okay. Mais sauf que du coup, maintenant, avec cette loi, je peux plus rien faire. Ouais. Ok. Donc le problème, c'est ça, c'est que moi, les gens, ils ont peut-être envie de voir, quand ils arrivent sur mon site, ils disent tiens, ça a l'air bien, mais je sais pas, t'as toujours envie de voir un peu un extrait pour pouvoir t'abonner. Et par exemple, même mes trailers, même mes bandes annonces de films, elles sont 100% safe for work, parce qu'en fait, j'ai pas envie de me faire écharper par la loi. Je crois qu'il y en a une où on voit des seins et je me dis il faut que je la change parce qu'on sait jamais. Donc, oui, à ce point, tu fais attention à ce point, ok. Ah bah, mes bandes annonces qui sont disponibles gratuitement sur le site de Carré Rose Film, c'est vraiment, on voit un dialogue et des fois un bisou et c'est tout, quoi. Ouais, c'est ça. Mais non, mais de là à ce que tu penses supprimer un trailer parce qu'il y a parce qu'on voit un peu de sexe, un peu de ça. Ok. D'accord. Oui, parce que le problème, c'est que la loi, en fait, elle dit rien. Le problème aussi, c'est ça, c'est que c'est quoi la pornographie, en fait? On sait pas. Et dans le contexte où on est actuellement, voilà. Ou de la pornographie. Et puis même, enfin, je veux dire, si j'avais mis par exemple les photos de mes performeurs nus, ça veut dire quoi, qu'il faut que je le rende inaccessible aux moins de 18 ans parce que c'est un corps nu? Qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas, en fait. C'est vraiment, il y a rien qui va dans la manière dont le porno est considéré d'une manière législative. Il y a des gens qui pourront en parler mieux que moi parce que c'est pas ma spécialité, mais en fait, le problème, c'est que le gouvernement, il parle pas avec les gens qui font du porno, il parle juste avec une ou deux personnes qui sont riches et qui font du porno. Surtout qu'en plus, je pense que c'est pas les seuls Dorsel à avoir fait le forcing pour que ce truc passe. Mais ouais, on n'écoute pas les indépendants, en fait. Dernier sujet, pourquoi tu ne dis pas, même si j'avais déjà un élément de réponse, mais porno féministe ou porno éthique. Voilà. Parce que c'est une démarche qui m'intéresse, parce que moi aussi, je veux pas mettre ça en mode féminist washing, marketing et tout, et alors que pourtant, personnellement, on doit, et j'assume le mot féministe, mais côté entreprise, ça me dérange un peu, en fait. En fait, je pense, c'est plus ou moins tout à fait ce que tu dis, c'est que évidemment que je suis féministe. Enfin, ça, il y a pas à dire. Je suis féministe, un peu vénère d'ailleurs, parce que plus le temps passe et plus je me rends compte qu'en fait on n'avance pas et que même des fois j'ai l'impression qu'on recule, même entre nous en tant que entre féministes. Donc c'est un peu dommage. Mais en fait, déjà moi je suis allée dans le porno d'abord parce que ça me plaît et pas forcément pour faire pas forcément pour des raisons politiques, même si bien sûr, parce que de toute façon, faire du porno, c'est politique, etc. Mais moi, je suis d'abord allée dans le porno parce que j'avais envie d'en faire et que ça me plaisait. Et le féminisme, c'est un mouvement qui est nécessaire, qui est important, dont on a besoin, surtout en ce moment. Et ce n'est pas un label de qualité, tout simplement. C'est que en fait c'est pas comme je sais pas la viande bio, tu marques qu'elle est bio, c'est super, ta viande elle est bio, donc là c'est pareil, t'as un film, tu marques qu'il est féministe, donc c'est super, ton film est féministe. Moi je trouve que c'est pas comme ça que ça marche, mais c'est mon choix personnel, c'est que en fait je pense que plus tu te labellises comme féministe ou éthique, et souvent c'est que c'est pour se mettre en avant, c'est pour avoir un genre de label ou de truc marketing qui moi me convient pas, sachant qu'en plus, comme par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que moi j'ai des fantasmes où j'ai envie de mettre en scène des choses qui sont pas forcément en accord entre guillemets avec ce qu'on pourrait appeler les principes féministes de la sexualité. Alors entre guillemets parce que en fait, j'ai pas envie que quelqu'un vienne me dire et qui me dise mais attends, je comprends pas parce que dans ton film, en fait, la femme elle est utilisée et donc c'est pas féministe.
parce que je pense qu'on peut avoir plein de fantasmes différents et variés, et que ça n'empêche pas après d'être féministe dans sa vie de tous les jours, en fait. Donc j'avais vraiment pas envie de mélanger les deux. Mais est-ce que ça, c'est pas juste un problème finalement de définition et d'idéologie féministe en fait qu'on n'a pas encore bien réglé en France, comme qui est un peu plus réglé aux États-Unis, j'ai l'impression, entre voilà, les abolitionnistes, ce qu'on appelle les pro-sexe, même si c'est pas forcément la meilleure appellation. Et voilà, en France, notre féminisme, pardon, est encore assez timide sur le sujet de la sexualité, non? Non, je pense pas que ce soit ça, parce que je pense qu'au contraire, en France, là, ça y est, on a bien compris qu'il y a les abolos et les autres, enfin les prohibitionnistes, en fait. Mais en fait, non, c'est vraiment au-delà de ça, c'est que vraiment, je pense pas que dire mes films sont féministes, ce soit le bon chemin. C'est pas un label de vente, quoi. C'est vraiment ça, c'est que moi, j'ai pas envie de dire oui, mes films sont féministes, donc c'est tendance, c'est l'avenir, c'est le futur. Il faut que vous veniez chez moi parce que moi, ce que je fais, c'est féministe. C'est bizarre, ça place. Ouais. C'est pas l'utilisation de la théorie féministe. Je crois pas qu'elle a été faite pour valider des produits, quoi. Pour moi, c'est vraiment au même niveau que le greenwashing et le pinkwashing et tout ce que tu veux. C'est vraiment j'ai pas envie que non. Enfin, je suis féministe dans ma vie, mais mes films ils sont comme ils sont, en fait. Mes films ils sont comme je suis, et ils sont comme alors évidemment, enfin, comme je suis féministe, je vais essayer de travailler d'une manière qui fait que je vais mettre des femmes en avant, je vais travailler avec des femmes, je vais prendre l'opinion des femmes avec qui je travaille sur les films et tout ça, et mais il n'y a pas besoin, enfin je crois qu'il n'y a pas besoin de marquer en gros féministe, copyright, trademark, machin pour que les films le soient, en fait. Je trouve que ça fait vraiment je sais pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. En plus, il y a beaucoup de personnes, notamment à l'étranger, qui se servent de ça, du terme porno féministe, pour vendre, en fait, comme une vitrine marketing, tout simplement. Et là, tu vois déjà pas mal du coup de films et de productions qui utilisent ça, mais c'est complètement faux, et c'est clairement du féminisme washing. Il y en avait une, mais j'ai remarqué qu'il y a pas longtemps, je crois qu'elle a enlevé le mot féministe de partout sur son site. Donc ok. Voilà. Oui, enfin, de toute façon, il n'y a pas énormément de gens dans le porno féministe. Il y en avait sur dans le porno aussi. Moi, je le vois dans tu vois, je sais pas, n'importe quoi maintenant, même des fringues. Ah oui, non, mais ça, les fringues, c'est encore un autre délire. Enfin, genre les fringues, je suis féministe et qu'on les fait fabriquer en Chine dans des trucs où les gens sont payés ou pas, esclaves ou pas. Non, non, quoi. Enfin. Non, évidemment, en fait, mais dans le porno, le problème, c'est que aussi, faut dire, le porno, c'est une industrie qui a été créée sous un monde qui est hétéropatriarcal et capitaliste. Donc, on a de toute façon tous les mêmes problèmes dans l'industrie du porno qu'on va avoir dans d'autres secteurs de l'industrie, le textile notamment, et tous les autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui abusent, il y a des gens qui sont exploités, il y a des gens qui se font passer pour meilleurs que ce qu'ils sont, mais c'est comme partout ailleurs, en fait. On n'est pas à l'abri parce qu'on est dans le porno. Ouais, ok. Ouais, et en plus, finalement, comme c'est un milieu qui est pas reconnu, ou qui est très vite dévoyé, tu peux souffrir finalement de ce que font les autres sur toi, ce que tu fais actuellement. Par exemple, enfin, tu vois, en termes d'image, ne serait-ce que ce qu'il y a en ce moment avec Jacques et Michel, est-ce que ça peut avoir des mauvaises répercussions sur toi, ce que tu fais ou pas? C'est évident, parce que du coup, les gens, quand ils voient ça, surtout que, enfin, on n'est pas, enfin, on est qu'au début. Hein. Non, mais c'est pas ça, c'est qu'on est qu'au début des révélations et de tout ce qui va se dire et de tout ça. Et le problème, c'est qu'en fait, les gens, ils pensent que tout le porno, c'est ça. Ils pensent que tout le porno, ça veut dire qu'on exploite des femmes ou qu'on profite d'elles, ou etc., quoi. Moi, il y a une fois où en conférence, j'étais en conférence à la fac de Toulouse. Il y a une des étudiantes qui m'a dit qu'en fait, moi, ce que je faisais, c'était encore pire que ces gens-là, parce que du coup, j'exploitais non seulement des femmes, mais en plus des femmes queer, et que donc, j'étais encore pire que tous les Jackie et Michel et consorts et machin. Ah d'accord, j'avais pas vu, enfin oui, ça n'a pas dû être vu montré dans la vidéo, du coup, je l'avais pas, ok.
Enfin, je sais plus en quelle année c'était ou quoi, mais voilà, il y a une fille qui m'a dit ça, et en fait, je comprenais pas qu'on puisse dire ça, parce que du coup, je me dis, ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On arrête de faire complètement du porno avec des personnes queer, et du coup, on fait quoi? On laisse la place au porno mainstream qui est complètement hétérocentré, fait par des hommes pour des hommes. Où il y a aucune mise en avant du désir féminin, ou alors très peu d'initiatives. On fait ça. Donc j'arrête d'embaucher des personnes queer pour pas exploiter les personnes queer, et du coup à ce moment-là on fait quoi? Je représente plus jamais de personnes queer. C'est bizarre de faire une hiérarchie des gens, des sexes, et du coup ce serait plus grave ou moins grave selon les sexes, et selon les orientations. Enfin, je comprends pas trop. Bah ouais. Du coup, évidemment que ça rebondit sur nous, parce que les gens, ce qu'ils voient dans la presse sur le porno, c'est ça, c'est comme l'article de Mediapart qui est paru aujourd'hui, où voilà, enfin c'est ça que les gens y voient du porno, c'est toujours le mauvais côté, c'est toujours les gens qui ont profité des gens, qui ont violé des femmes, qui ont exploité des femmes, qui ont Donc oui, bien sûr que ça rebondit sur moi, mais moi j'essaye de faire mes trucs, j'essaye de le faire bien, j'essaye de faire des choses différentes, j'essaye de payer les personnes autant que je peux, même si malheureusement avec ce qu'on a comme budget, c'est jamais assez. J'aimerais bien payer les gens 2 fois ou 3 fois plus que ce que je les paye, mais je peux pas me permettre. Donc c'est vraiment compliqué, ouais. Si je devais te poser une dernière question pour finir un peu, peut-être essayer de finir sur une note positive malgré les circonstances. Parfois, ce que je pose comme question, c'est voilà, si tu as des idées de boîtes, d'associations, d'initiatives que tu aimerais voir émerger, ou plutôt comment t'imagines la sexualité ou du coup la pornographie dans le futur. Alors, tu donnes l'échelle que tu veux, hein, même si en ce moment c'est difficile d'imaginer le futur. Qu'est-ce que t'aimerais voir émerger pour le porno? Moi déjà, d'une part, j'aimerais mais bon, ça, je sais que c'est impossible, hein, mais j'aimerais qu'en fait les réseaux sociaux, ils arrêtent de nous virer tous absolument. Je pense que en 2020, et avec l'argent qu'il y a dans les entreprises qui font les réseaux sociaux, je pense qu'il y a des moyens de mettre en place des techniques pour qu'on ait des pages qui soient réservées aux adultes. Je pense que c'est possible. Et j'aimerais bien qu'on puisse faire ça, c'est-à-dire qu'on puisse exister sur les réseaux sociaux. Alors pourquoi pas en ayant une barrière sur certaines publications pour empêcher les mineurs d'y accéder, bien sûr, pas de problème. Mais en fait, j'aimerais qu'on puisse exister au même titre que tous les autres artistes, tous les autres créateurs, créatrices et performeurs, performeuses, acteurs, actrices sur Internet, en fait. J'aimerais pouvoir mettre mes films sur la plateforme que j'ai envie de choisir, et pas être réduite à utiliser la seule qui veut bien de nous. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment voir dans l'avenir. Et encore une fois, pareil, ça n'arrivera jamais, mais j'aimerais que le gouvernement, en fait, il considère mieux la pornographie, et qu'il se rende compte que depuis les lois qui ont été passées en 75, ça a beaucoup évolué, et que en fait on aurait tous à gagner à ce qu'il y ait un meilleur dialogue entre les instances gouvernementales et les personnes qui créent de la pornographie aujourd'hui, et qu'en fait ils favorisent la création de porno qui soit peut-être plus éthique, oui, ou peut-être éducatif, ou peut-être fait par des personnes qui sont féministes, ou par des minorités qui puissent montrer plus d'inclusivité, et qui puissent du coup proposer un contenu qui pour le coup serait loin de tous les contenus qui sont si prompts à critiquer, c'est-à-dire tous les trucs qui sont soi-disant dégradants pour la femme, etc. Alors d'accord, si vous trouvez que c'est dégradant pour la femme, peut-être essayer de donner de l'argent à des gens qui ont envie de créer des trucs qui sont différents, je sais pas. Parce qu'on paye des subventions au Centre national du cinéma, et on n'a pas le droit de recevoir de l'aide de leur part parce qu'on fait du porno. C'est quand même incroyable. Tout ça, j'aimerais bien que ça se débloque, parce qu'en Allemagne, c'est possible. En Allemagne, il y a eu des fonds débloqués pour la création de porno éducatif et de porno queer et tout ça. Et je me dis, pourquoi est-ce qu'on pourrait pas faire ça chez nous? Moi, j'aimerais bien avoir. Que la plupart des mineurs font aussi leur éducation sexuelle sur la pornographie. Ouais, donc, même si c'est pas ce qu'il faut, hein. Enfin, voilà, il faudrait aussi qu'on ait une éducation sexuelle. Pas d'équivalent, mais par contre, ils savent interdire, mais pas proposer d'équivalent. Voilà. Parce que moi, je vois que, il y a pas longtemps, j'ai rencontré des documentaristes qui ont eu des subventions justement par le CNC. Ils m'ont dit qu'ils avaient eu 70 000 euros par le CNC, mais je sais pas si les gens se rendent compte avec combien d'argent je fais mes courts-métrages, mais si j'avais 70 000 euros, je pourrais pleurer de joie, quoi.
Ce 70 000 euros, pour moi, ça me permettrait potentiellement de faire vivre ma boîte pendant 2 ans. Alors que eux, c'était pour faire un court-métrage de 28 minutes. Ah oui, d'accord. Ok. Enfin, ouais. C'est ouf, quoi. Mmh. Donc, je demanderais même pas 70 000 euros. Hein. Je pense que juste 10 000, je serais trop contente. Mais voilà, il faut se rendre compte de ça. C'est qu'il y a toujours de l'argent pour supporter des projets, mais jamais quand c'est pour le porno, en fait. Ça, c'est dommage. Et j'aimerais bien qu'à l'avenir, ça se débloque un peu. Moi, franchement, mon rêve, c'est d'être méga riche, genre vraiment, et de pouvoir, en fait, subventionner tous les gens qui ont des super idées et qui ont envie de faire des trucs, mais qui juste n'ont pas l'argent de le faire et que personne ne veut leur prêter ou leur donner l'argent pour le faire parce que c'est du porno, en fait. Mon rêve, ce serait ça, moi. Ce serait d'être méga riche et d'être mécène pour pouvoir supporter toutes les initiatives pour aider à l'éducation sexuelle, à faire du porno, à faire des artistes ou des trucs comme ça. Ouais, je sais pas, j'aimerais bien. Ou alors, en attendant, on peut aussi trouver cette personne ou ces groupes de personnes pour mettre en commun cet argent à distribuer sur ces projets, quoi. Ouais, si tu connais des gens qui ont des millions d'euros dans leur compte en banque, n'hésite pas, ouais. Ouais, non, mais il faut aller travailler auprès des fonds, etc. C'est quelque chose qui m'intéresse aussi, ouais. Ok. Et ben écoute, c'est plein de pistes de projets et de combats, en fait. Ouais. Mais c'est important. Et ben écoute, merci beaucoup. Je t'en prie. J'aurais aimé te poser plein d'autres questions, mais vu les conditions dans lesquelles je nous ai mises, voilà, on va éviter. Et puis c'est déjà beaucoup de sujets, beaucoup de réflexions, et j'espère pouvoir voir et qu'on verra d'autres nouveaux films du Carré Rose bientôt quand même. Ouais, je vais essayer de retomber sur mes pattes pour 2021. Ouais. Ok, très bien. Et ben bon courage. Merci encore. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Toutes les références et personnes mentionnées sont en description de l'épisode, évidemment. Si vous avez aimé cet épisode, encore une fois, ça serait super si vous pouviez le partager autour de vous et surtout vous abonner et mettre des petites étoiles sur Apple Podcast. N'oubliez pas également de suivre le compte Instagram talk-univers. Merci encore et à très vite.